Bonjour. Normalement, je veux vous présenter mon activité à travers comment dire. Je suis assez d'accord avec Léandre dans le fait que ça part de nous. Donc, du coup, il va y avoir un mélange de ma perception à moi, qui j'espère va résonner un peu avec vous. Et en fin de compte, je vais essayer de faire en sorte que vous contribuiez aussi à ma présentation, en sachant que là, on n'est vraiment pas nombreux. Donc, on va essayer de le faire sous forme un peu d'atelier. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire un zoom en fin de compte sur ma préoccupation la plus importante pour moi, c'est au niveau de la relation avec les êtres humains. Et donc du coup, à travers cette représentation, j'ai pu observer dans mon propre fonctionnement qu'il y avait une séparation. Il y avait dans cet espace-là mon monde idéal où j'aurais envie d'expérimenter le fait que on est tous singuliers et on aurait cette chance de se connaître suffisamment pour pouvoir montrer aux autres notre singularité et que cette singularité serait accueillie et appréciée par les autres. Et en fin de compte, on ne serait pas dans une forme de comparaison ou de compétition, tout simplement parce qu'on serait complètement en paix avec ce qu'on est. Et donc on aurait juste à vibrer notre énergie et ce qu'on a envie de partager aux autres. Sauf que c'est pas forcément ce que j'expérimente. Et donc du coup, il y a cet espace qui est ma réalité. Je dis bien ma réalité, dans le sens que ma plus grande certitude, c'est que j'expérimente que ce que je vibre, ce que je pense, ce que je crois, ce que je ressens. Et donc du coup, je ne peux que percevoir à travers ces filtres une forme de réalité. Alors, j'ai bien conscience qu'il y a une réalité qui est faite de faits, mais j'ai le sentiment que cette réalité qui est faite de faits objectifs, je ne peux pas la percevoir dans sa globalité. Et donc, du coup, je ne peux partir que de moi et de ma perception, et en ayant conscience que chacun ne peut faire que ce pas-là. Et donc, à travers cette prise de conscience, du coup, moi, ce qui s'est passé dans mon cheminement, c'était que j'étais quelqu'un qui, à la base, cherchait la vérité. J'étais persuadée qu'il n'y en avait qu'une, et que du coup, cette vérité devait être la plus juste, la plus belle, la plus vraie. Et du coup, j'étais en quête de cette vérité, et en fait, cette quête m'a amenée à être en conflit, en désaccord, et en complet questionnement de savoir mais qu'est-ce qui fait que je ne ressens pas, je ne pense pas, je suis différente des autres. Et moi, je cherchais vraiment le côté commun, le côté parce que ce qui était le plus important pour moi, c'est de me sentir reliée à l'autre. Et je voyais bien que ça marchait pas tout le temps. Et dans mon parcours, mais ça c'est avec du recul, un endroit qui me sécurisait, moi, c'était l'école. Je trouvais que c'était un espace qui me donnait la possibilité de mieux comprendre le monde qui nous entourait. Et donc, du coup, dans cet espace sécurisant, je l'ai utilisé finalement pour en faire mon métier. Je suis devenue institutrice, métier que j'ai exercé pendant 8 ans. Et puis en 2015, il y a eu un événement dans ma réalité qui a fait que mon monde s'est un peu effondré. Et du coup, tout était remis en question. C'est-à-dire que ma sécurité n'était pas suffisante et du coup, j'avais besoin de mettre quelque chose d'un peu plus ancré sous mes pieds pour pouvoir continuer d'avancer. Et là, il y avait le côté que si la vie, c'est des il faut, je dois, j'ai pas forcément l'élan pour agir et je crois que je vais abandonner. Et du coup, quand j'ai commencé à faire tomber ces certitudes qu'il fallait et qu'on devait, j'ai connu des périodes de procrastination, clairement, hein, parce que quand on n'a plus l'obligation de faire les choses, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a plus envie de faire. Et en fait, j'ai aussi pu déceler que mon plus grand moteur, ma plus grande motivation, c'était de la quête de sens. C'était vraiment de trouver un sens à mes actions. C'est-à-dire que je n'allais agir que si cela avait du sens pour moi. Et donc, du coup, à travers tout ce cheminement, je me suis beaucoup intéressée donc, à la philosophie et à la psychologie. Et c'est pour ça que
à travers cette quête, en fait, naturellement, il y a 2 ans après cet événement, j'ai démissionné de l'Éducation nationale. Et que quelques temps plus tard, après, j'ai créé mon activité autour de l'animation d'expression philo. Alors, pour être clair, je me suis assez vite écartée de la philosophie académique, dans le sens où ce que moi j'avais envie d'expérimenter, c'était pas une philosophie basée sur la force, que sur la rationalité. J'avais envie que ce questionnement philosophique, plutôt que de la philosophie d'ailleurs, c'était qu'elle soit incarnée, qu'elle soit empathique et qu'elle soit pragmatique. Et forcément rationnelle aussi. Et donc du coup, j'avais à cœur de le proposer aux autres. Et en fin de compte, cette exploration à travers mes ateliers m'a permis quotidiennement de déconstruire des choses que pour moi étaient des certitudes. M'a permis aussi d'expérimenter le côté émotionnel, parce qu'en fin de compte, s'il y a bien une chose qui me caractérise parmi les autres, c'est que je suis très rationnelle, mais je suis très émotionnelle aussi. Et de sentir qu'on n'était pas d'accord, c'était compliqué. Et de sentir que ça pouvait nous séparer et que j'avais tendance peut-être à y mettre une énergie assez importante à vouloir convaincre les autres, et émotionnellement, c'était assez fort et déstabilisant. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil parce que c'était pas par ce chemin que je voulais aller, mais c'est pas grave. Ce que je vous propose, en fin de compte, c'est au lieu de vous décrire mon activité, c'est d'en vivre l'expérience, surtout qu'on n'est pas nombreux, donc je pense que ça peut être vraiment chouette. Si vous êtes dans l'insécurité de partager quelque chose et tout, je ne vous forcerai absolument pas. Il y a vraiment la liberté de participer ou pas. Et puis, mais au moins, vous pourriez peut-être partager l'émotion que je peux ressentir. Quoique vous n'êtes pas trop nombreux, donc ça va. Ça aurait pu être pire s'il y avait eu une foule. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en cercle pour essayer de faire un cercle de réflexion collective. Alors déjà, avant de commencer, je voulais juste... j'avais pas exprimé le fait que, en fait, de cet enjeu d'observer que j'avais un monde idéal et que j'avais une réalité qui était complètement différente. En fin de compte, j'ai conscientisé le fait que mon enjeu était de faire en sorte de créer un pont entre les deux, de réduire l'écart. Et donc de cet enjeu est née 2 intentions. La première, c'était de tenter de faire en sorte que chacun puisse mieux connaître son propre univers, sa propre réalité, mais clairement moi la première. Et dans un deuxième temps, c'est faire en sorte que quand on a conscience de ça, comment on fait pour que on puisse vivre ensemble malgré l'écart de réalité qu'on peut expérimenter. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai créé mon activité. Donc mon activité, souvent les ateliers, ils ont 3 temps. Et le premier temps, c'est un temps que j'appelle pratique de l'attention. On pourrait y voir un temps peut-être de méditation, mais j'aime bien l'idée de pratique de l'attention. Comme ça, on sort un peu des représentations de personnes qui peuvent dire « non, mais c'est pas fait pour moi ». Alors que quand on parle d'attention, se dire qu'on va focaliser... la concentration, on va focaliser notre attention sur quelque chose. Et l'attention, il y a l'idée on va focaliser notre attention sur quelque chose, mais tout en ayant la capacité d'être aussi présent à autre chose. Et donc, du coup, moi, cette pratique de l'attention, je l'explique. Alors, je le fais avec des enfants et aussi avec des adultes. Cette pratique de l'attention, pour moi, je leur explique, c'est une manière de muscler notre capacité à être présent à un ensemble d'informations et à être présent à soi. Donc à être présent à soi, mais aussi aux autres avec qui on va réfléchir collectivement, parce qu'on va créer un laboratoire de recherche. Et donc du coup, on va commencer donc par une petite pratique de l'attention. Alors la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est de voir le positionnement, l'ancrage dans lequel on est, c'est-à-dire de déplier les jambes, sentir notre appui au niveau des pieds, mais aussi au niveau de notre bassin, c'est-à-dire sentir l'assise. Et déjà, essayer de se déposer dans cette manière de s'asseoir. Ensuite, je vous invite à vérifier que votre colonne vertébrale est le plus droite possible, c'est-à-dire sentir qu'il y a une position qui fait qu'on n'est ni avachi,
ni trop redressées. C'est-à-dire que les épaules ne sont pas forcément trop non plus en arrière, qu'il y a une forme de relâchement quand même dans la position, mais tout en sentant qu'on est déposé. Et alors, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par vous faire le son du bol tibétain. Et je vais vous inviter soit à fermer les yeux, si c'est sécure pour vous, soit à baisser le regard. Et donc, vous allez entendre ce son. Et ce son, il va à un moment donné s'arrêter pour vous, ou peut-être se prolonger un peu plus, parce qu'on n'a pas forcément la même capacité d'écoute. Et après, je vous ferai juste un voyage très rapide à l'intérieur de vous et dans notre environnement. Je vous invite à fermer les yeux. Et je vous invite à observer s'il n'y a pas d'autres sons dans la pièce que vous entendez. À partir du moment où vous avez capté un son, vous décentrez de ce son et essayez d'en voir si vous n'en captez pas un autre. Ce son peut être plus ou moins loin. Maintenant, je vous invite à observer un mouvement qui s'exerce à l'intérieur de vous, qu'on appelle la respiration. Cette observation peut se faire au niveau des narines, sentir l'air qui rentre et l'air qui sort. Cette observation peut être aussi subtile qu'elle peut être très précise, c'est-à-dire sentir peut-être le changement de température. Je vous invite également peut-être à la ressentir au niveau de la poitrine. Au niveau du ventre. Et je vous invite aussi à observer si pendant ce temps d'observation, il s'est passé quelque chose au niveau de votre corps, des sensations particulières dont vous n'aviez pas forcément conscience, au niveau de vos émotions, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu s'inviter, une émotion particulière. Et peut-être que vous avez pu observer que votre présence était plutôt au niveau de votre tête et vous étiez peut-être préoccupé par quelque chose qui envahissait votre espace. Et tout ça n'est que de l'observation. Et cette observation est là pour contribuer, pour savoir de quel espace, de quel endroit vous allez communiquer, partager avec les autres par la suite. Parce que forcément, ce que vous ressentez à cet instant va influencer votre prise de parole par la suite. Et c'est ok. C'est juste d'en avoir conscience. Et maintenant, je vous invite, quand c'est bon pour vous, à reprendre contact avec
assise et à ouvrir les yeux. À l'instant, ce sera OK. Alors, le deuxième temps que je propose lors de mes ateliers d'expression philo, c'est un temps où chacun va pouvoir avoir la possibilité d'exprimer sa pensée sans que celle-ci soit transformée, abîmée, dénoncée par l'autre. Donc on va avoir un système de j'exprime ce que je pense et les autres sont là pour écouter et être en capacité de reformuler ce qu'il a entendu. Donc c'est un peu un espace pour pouvoir permettre d'avoir conscience de son propre référentiel. Et donc ça a une manière de le montrer à l'autre et peut-être parfois de se le montrer à soi-même. Parce que parfois, on ne se donne pas suffisamment l'occasion de se poser des questions peut-être existentielles. Et que pourtant, à un moment donné, quand on a des racines profondes et qu'on donne du sens profond à qui on est et ce qu'on fait là, ça peut peut-être guider autrement les choix qu'on va faire par la suite. Donc ce que je vous propose comme questionnement aujourd'hui, donc je vais vous laisser à peu près 2 minutes pour plonger dans votre univers, c'est quel sens je donnerais à la vie ? Qu'est-ce que la vie pour moi ? Comment je vais le définir ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. On va se lancer, je sais que je n'ai pas laissé 2 minutes, mais... Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais donner le micro à chacun d'entre vous. Sentez-vous l'autorisation de passer le micro directement, sans rien dire. Et je rappelle à tout le monde que la personne qui va s'exprimer, elle va donc être écoutée par nous et quelqu'un parmi nous va reformuler, va lui donner en miroir ce qu'il a entendu, en n'ayant pas l'obligation d'utiliser les mêmes mots, c'est juste l'essence de son propos. Et il faut que lui sente qu'à un moment donné, un individu a entendu ce qu'il avait à dire, sans essayer de vouloir modifier quoi que ce soit. Merci. Avec plaisir. Je vais partager juste un élément ou deux parce que la question est vaste. Oui. La vie, ça serait s'ouvrir à ce qui est, simplement. Et tu vois, on pourrait dire là, je me caresse la main, mais là, je rajoute une surcouche sur l'expérience. Si chacun en le fait, l'expérience que je fais directement de se caresser la main n'a rien à voir avec le fait de dire je me caresse la main. Et c'est être au contact le plus direct possible avec la vie, quoi. Et voilà. Est-ce que quelqu'un s'en tirait en capacité, avec ses propres mots, de dire ce qu'il a entendu ? Moi, j'aurais dit, de ce que j'ai l'impression d'avoir compris, ce serait accueillir et vivre pleinement ce qui se présente. Ouais. Agréable ou désagréable, aller au contact.
Je le retiens par le fait qu'on soit filmé. Parce que du coup, ça élargit sacrément le cercle. Moi, j'aurais tendance à dire ce qui fait pour moi le sens de la vie, c'est de vivre pleinement selon ses valeurs, en étant aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on croit, tout en étant ouvert à l'expérience, à tout ce qui peut nous arriver. Mais je risque d'utiliser les mêmes mots, quoi. Mais donc oui, c'est vivre en accord avec ce en quoi on croit, et donc ouais, effectivement, c'est valeurs, mais tout en restant quand même ouvert à ce que l'autre peut croire et en étant à l'écoute des autres. Ouais, moi, ce serait une succession de sentiments, une section de changement sur notre vision également, nouveaux filtres, nouvelles lentilles, et puis s'ajuster à ces valeurs aussi qui, en tout cas me concernant, évoluent tout le temps. Donc une recherche constante en fait de nouveaux sens, de nouveaux filtres et de nouvelles expériences forcément. Ah non, c'est pas ça, mais je te passe le micro. Ceci, Moi, je pense que tu rejoignais Audrey, quoi, sur le côté que oui, on a ses croyances et ses valeurs, mais qu'on reste quand même, qu'on sait qu'on peut évoluer, on peut changer, qu'on peut s'ouvrir aux autres et apprendre des autres, et voilà, ne pas rester planté dans ses convictions, mais garder une ouverture, quoi. Après, vous faites aussi. Moi, j'avais envie de parler d'échanges avec les autres et de vivre ensemble. Et en rejoignant un peu ce que Léon disait, vivre ensemble, c'est pas que entre êtres humains, mais aussi en faisant attention à la planète et aux autres êtres vivants, quoi. Voilà. Quelqu'un veut bien lui renvoyer son miroir. Bon, je pense que dans le sens de la vie, c'est de prendre soin des autres et puis de la planète et tout ce qui va autour. Et moi, personnellement, moi, je suis plus terre à terre. Je vis le sens de la vie, pour moi, c'est le quotidien, profiter de la nature, les arbres, les forêts, me balader beaucoup et puis aussi profiter de mes petits-enfants et des gens qui m'entourent. Moi, ça me parle effectivement parce que quand tu as posé la question de c'est quoi le sens de la vie pour nous, à une période de ma vie, je vais dire quand j'étais... Ouais, mais justement, ça revient, ça rejoint parce que c'est... À une période de ma vie, j'étais jeune et en fait, je me disais, mais à quoi bon? En fait, ça sert à quoi la vie? Et maintenant que j'ai l'âge d'une grand-mère, parce que j'ai un petit-fils de 6 ans, c'est exactement ça. C'est juste vivre, aller au contact de la nature, de sa famille, de ses amis, des gens qu'on aime, et de rester, de faire des choses en cohérence. Est-ce que c'est un peu ça aussi? Oui. On se laisse plus porter par la vie, je pense, quand on vieillit. C'est ça. Moi, je suis toujours un peu en quête, c'est-à-dire que je pense que la vie s'est fait aussi pour s'améliorer et évoluer d'une manière ou d'une autre, qu'on soit conscient ou pas.
Et donc, oui, et c'est mieux quand on est conscient. Mais je pense que même quand on n'a pas fait de stage en développement personnel, de toute façon, on évolue. Par défaut, parfois en souffrant. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est ça le sens de la vie. C'est évoluer et faire mieux. Enfin, essayer de faire mieux. Donc, dans un premier temps, les propos, Madame la faisait écho au tien, au fait avec l'âge que tu vois que tu te laisses de plus en plus porter par la vie, par les choses simples, aller dans la nature, être avec les gens qu'on aime, sa famille. Et en même temps, pour toi, dans le sens de... Quand on te pose la question, c'est quoi pour toi le sens de la vie, il y a vraiment cette idée d'évoluer, que ce soit par... ça peut prendre mille et une formes. Par des stages de développement personnel ou pas, par la souffrance ou pas, et qu'il y a il y a ce chemin d'évolution et pour toi qui fait sens là, et d'aller faire de mieux en mieux. En tout cas, toi, pour toi, c'est ça qui t'anime, qui te porte. C'est ça? Moi, j'aime explorer et défricher ces couches successives qui ne sont pas forcément les miennes, mais qui peuvent être ce que mon éducation, ma vie dans cette société m'a induit à faire, ou à vivre, ou à être. Et donc je dirais que c'est une quête de liberté, en fait, au sens large. Voilà. Aller chercher cette liberté. Est-ce que quelqu'un se sent en capacité à lui envoyer ces mots d'une autre manière qui a été perçue par vous comme ça définie? Je veux bien essayer. Donc, si j'ai bien compris, ce qui t'intéresse dans le sens de la vie, c'est toujours d'explorer, d'aller voir des choses. Et la deuxième partie, hop, elle est partie. Tu veux prendre la suite? Ouais. J'ai eu une absence à un moment, à un milieu. Ça m'a amené, évidemment, tu vois comment ça se passe. Et donc au début, il y avait cette idée de recherche pour toi là qui fait vraiment sens. Ou en même temps, il y a ce mouvement, j'ai l'impression que en défrichant les différents aspects de la vie, tu viens de te goûter toi-même. Et il y a aussi cette quête en même temps de liberté. En tout cas, moi j'entends, il y a peut-être d'autres choses qui ont été partagées, mais j'ai entendu ce double mouvement d'exploration, de recherche, du vivant. Et on est cette vie, on est aussi ce vivant-là. Donc c'est... on va... Ouais, voilà. Et il y a cette idée de liberté qui t'est chère à la fin. Et voilà, il y a peut-être quelque chose au milieu où je suis passé à côté. On a oublié quelque chose du coup Ouais. Ok. Alors merci beaucoup parce que vous avez toutes et tous eu le courage d'énoncer votre pensée. Donc merci pour ça parce que pour moi c'est un cadeau. Donc cette partie-là, c'est aussi pour montrer qu'en fin de compte, faire prendre conscience qu'on n'a vraiment pas tous le même référentiel. Et du coup, montrer à quel point c'est goûtu, quand on renonce à vouloir chercher à définir quelque chose qui serait identique pour tous, on goûte vraiment à la singularité de chacun. Et il y a vraiment cette idée de se dire, mais est-ce que ce serait possible de définir la vie de manière objective? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'inscrit toujours dans un contexte, dans une... Par exemple, là, on a parlé de l'âge. Après, ce serait intéressant de savoir si ça influe sur... J'imagine que non, mais sur vraiment si tout le monde a ces mêmes perceptions avec l'âge. Mais du coup, c'est déjà dans un contexte particulier. Si on est une femme, un homme, la vie, elle peut pas
il y a plein de contextes qui font qu'à un moment donné, l'expérience n'est pas la même. Et d'avoir cette possibilité d'entendre ça, je trouve ça assez important. Et du coup, on passe à la 3e partie de mon atelier, qui est là, on sort les gants de boxe, je plaisante, mais on va s'autoriser à être en désaccord, à s'opposer, à ne pas être tous d'accord. Et il y a l'idée que j'amène quand même l'idée, mais plus par ma posture que par parce que je laisse chacun vivre la chose comme il l'entend, mais essayer de voir qu'on n'est pas notre pensée, donc se désidentifier de nos idées, et donc un peu vivre l'expérience de c'est quoi mon sac émotionnel et mon sac un peu rationnel, c'est-à-dire à quel moment ce que l'autre va énoncer peut créer en moi une tension, une fermeture, ou à l'inverse, une ouverture, et se dire que c'est OK, que ça fait partie du jeu, et que cette énergie qu'on va mettre à exprimer ses idées, on en a peut-être besoin aussi. Pour certains, leur énergie, donc peut-être leur colère, va être vécue comme de l'agressivité pour d'autres, alors que quelque part, des fois, c'est juste cette énergie dont on a besoin pour faire sortir quelque chose qu'on n'ose pas d'habitude parce que c'est pas politiquement correct et que c'est pas apprécié par les autres, mais pourtant c'est vraiment quelque chose qui est profond chez nous. Alors, je pense, vu le temps, on va pas forcément vivre l'expérience, mais la question qu'on aurait pu se poser collectivement, c'était qu'est-ce qui nous relie ? Et juste, parce que je trouve que c'est plus important aussi, j'avais envie de partager avec vous 2 textes. Le premier, c'était renoncer à avoir raison. Vous avez à votre disposition une somme d'énergie colossale, une fois que vous avez renoncé à avoir raison. Avoir raison implique que quelqu'un d'autre doit avoir tort. La confrontation entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort nuit à toutes les relations. Il en résulte de grandes souffrances et des conflits à travers le monde. Renoncer au besoin d'avoir raison ne signifie pas que vous n'avez pas un point de vue personnel. Mais vous pouvez renoncer à votre besoin de défendre votre point de vue. Lorsque nous ne défendons pas, nous sommes invincibles puisqu'il n'y a plus rien à attaquer. Nous sommes tous une seule conscience avec des moyens uniques de faire l'expérience du monde. L'unité est un état de paix et de bonheur profond. Et l'autre texte, c'était un texte qui, pour moi, incarnait un petit peu qu'est-ce qui nous relie. Alors, c'est de Vincent Avancy, mais je ne sais pas qui c'est. Et ça s'appelle Jardin d'Éden. Une colombe arc-en-ciel dans un système solidaire. Une belle famille humaine en quête de sens et d'air. De la haine au je t'aime, 2 mondes qui s'entremêlent. Entre monts et merveilles, ils s'envolent sur ses ailes. À vos âmes citoyennes, imagine, j'ai un rêve. Dans un jardin d'Éden, Adam, Allah et Ève. En conscience mutuelle, si chacun se tolère, d'un élan fraternel, la paix sera sur terre. Vivre ensemble et sagesse, au nom de la jeunesse. Respectons chaque espèce, la vie est une richesse. Thé vertueux d'éveil, les fleurs montent à la tête. Si l'histoire se répète, peut-être pas la planète. Notre destin commun est un chemin humain, la terre notre jardin, l'amour notre parfum. Unis main dans la main, nous tisserons nos liens, coécrivons demain pour enfin de faire qu'un. Voilà, et je terminerai sur ça. Merci pour votre écoute. Merci. Des questions ? Pas de questions. On débute à peine, mais ça, je ne sais pas combien on a de temps. Moi, je suis assez curieux de connaître le contexte dans lequel tu proposes ces ateliers, et comment ça s'articule. Alors le contexte, à la base, c'était auprès d'enfants. Je me suis sensibilisée aux ateliers philo auprès des enfants. Donc j'interviens soit dans les écoles, soit dans le centre de loisirs en général. J'ai aussi fait à la Biocop d'Audierne, donc ça peut aussi être dans d'autres espaces.
Et en fait, ce qui s'est invité à moi, c'est le fait de le faire aussi auprès d'adultes. Donc j'interviens aussi à l'ARPAT, c'est une association de retraités. Je suis intervenue par le biais d'une amie auprès d'étudiants, auprès d'un centre de formation aussi pour les éducateurs. Donc moi je suis très modeste dans le sens où j'ai une mémoire de poisson rouge, donc les philosophes et tout ça, même si ça vient forcément modifier ma pensée et tout ça, je suis incapable de faire ce que tu as fait ce matin, c'est-à-dire d'avoir des références et de... donc moi c'est vraiment... et en plus ce que j'ai envie d'inviter à faire, c'est qu'on réfléchisse vraiment ensemble, donc c'est-à-dire que... Et amener cette dimension de créer du lien, c'est-à-dire que je l'observe même chez les petits, ce côté... moi la première, hein, je pense que je le fais d'abord pour moi, comment on est émotionnellement presque attaqué quand l'autre émet vraiment une séparation entre nous et vraiment arriver à se détacher. Il est en train de critiquer mon idée, il est en train de me critiquer moi personnellement. Et ça c'est vraiment un chemin, en tout cas moi personnellement, que j'ai à faire et que du coup je m'entraîne à chaque atelier parce que je m'entraîne à travers eux et leurs émotions. Par exemple le film d'hier, moi, la première partie, j'étais là, je vais pas pouvoir tenir. Après, j'en ai parlé avec ma maman, il y a vraiment le côté où lui, c'est son énergie, il a besoin de l'exprimer comme ça. Mais moi, c'était insupportable, cette violence. Parce que le propos, je l'entendais, mais c'était la forme qui était... Et quand ça s'est adouci après, j'ai pu respirer et écouter, parce qu'avant, j'étais fermée. Comment ça est arrivé? Ouais, ou Pablo Séville, ouais. C'était quoi l'objet de... Parce que du coup, on a vu ça hier soir. Une fois que tu sais, il y avait un film documentaire qui est sorti il y a quelques mois, alors ça, sur la date de parution, je ne sais pas, mais du coup, ça a témoigné de... L'effondrement. Ah, ok, oui, c'est ça. Ouais, parce qu'on a vu trop tard. Le réalisateur, en fait, ça faut voir comme un témoignage, c'est qu'est-ce que ma prise de conscience écologique m'a fait et par quel chemin elle m'a emmené, y compris le terrain dépressif. T'es le départ de Non, c'était pas Cyril Dion, c'était Emmanuel Capin. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de documents. On peut le revoir dans une fois, il est accessible. Il va pas tarder à être accessible en VOD. Alors, Si t'es gentil, du coup, je voulais te remercier parce que je trouve que ta mémoire de poisson rouge sert le processus. Très souvent, dans les ateliers philo, la personne qui apporte les connaissances, les références, du coup, on la perçoit un peu comme en position haute. Et les mots des philosophes peuvent parfois être perçus comme écrasants. De quel droit je parle, moi, alors que machin, il a dit que, et qu'il est extrêmement gambergé dessus. Et du coup, de mettre ça de côté, je suis sûr qu'effectivement, le fil des échanges, il doit être très nourrissant. Parce que c'est comme le brainstorming, quoi. On pense à out of the box, et du coup, il se passe des trucs fantastiques. Complètement. Et dans le questionnement de qu'est-ce qui nous relie, une des hypothèses que j'avais et que je la trouve assez forte, c'est le côté où qu'est-ce qui nous relie, c'est le questionnement. Et qu'à partir du moment où on donne une solution, on se redivise en fait. C'est vraiment dans le questionnement qu'on se... Parce qu'on ne sait pas, on cherche, on explore. Et à partir du moment où quelqu'un va donner une solution, elle ne va pas convenir à tout le monde. Et du coup, là, on se redivise. Et donc, j'aime bien ce côté où même l'atelier philo, il est presque pour venir questionner et soulever d'autres questions qu'on ne se posait pas avant, plutôt que d'apporter des réponses. Même si on a besoin de réponses pour se structurer et avoir des certitudes, c'est évident, mais... Puis les réponses qui sont valables un jour, Exactement. Il y avait cette idée par rapport à renoncer à avoir raison, c'est aussi l'idée de ne pas figer sa pensée. De se dire, et même la pratique de l'attention, c'est aussi ça, c'est de se dire, je pense à cet instant, mais entouré de tout ça. C'est ça. Puis des fois, on peut déclarer des choses, moi jamais je ferais ça ou jamais je dirais ça. Et puis on peut se surprendre quelques années, quelques mois après, ou même quelques jours, de se dire, mais j'ai changé, parce que quelqu'un m'a apporté quelque chose ou qu'il y a autre chose dans la vie qui m'a fait changer d'avis. Puis tu vois, c'était hyper intéressant parce qu'on a commencé le tout début d'échange et ta première invitation où tu as posé, à un moment où tu as posé le cadre, tu as dit je vous invite à ne pas vous identifier à vos pensées. et là, il y a mon idée, ma pensée. Mais dans l'expérience, si tu regardes,
Parce que c'est qui dit mon idée? C'est vrai. Qu'est-ce qui dit mon idée? Ouais, mais c'est vrai. Juste à explorer ça. Complètement. En fait, il y a une idée qui émerge. Oui. Et sur laquelle le mental Ça fait une saisie. Oui, puis, ouais. fait une saisie et dit c'est la mienne. Mais oui, je suis complètement d'accord. Et de plus en plus, oui, on capte même des idées, on se dit pas. Bah, et c'est vrai que c'est rigolo de cette appropriation identitaire à tout ce qui est en fait. S'il y a un truc qui perçoit, qui lâche, en fait, ça, c'est pas mon idée, c'est une idée qui passe par C'est moi. ça. Bah, tu vois, j'ai Bah encore là, du travail. déjà, je pense que par rapport à... Enfin, moi j'observe en tout cas que le fait de se sentir... bah, du coup, il y a quelque chose qui se dissipe de soi-même au moment où on perçoit que c'est pas nous l'idée. Complètement. Ouais. Il faut jouer ça. Complètement. Il y a un article que j'ai lu dernièrement au sujet des écolieux qui parle de culture du conflit. De dire, en fait, nous fait peur l'autre, la différence, on est tout de suite sur la défensive. Alors au contraire, c'est une richesse à cultiver. En fait. Et ce cercle-là, est-ce que tu en décris, ça me fait vraiment penser à ça. Bah, surtout que je l'expérimente vraiment. Parce que moi, à la base, j'étais vraiment dans... Émotionnellement, c'était compliqué. Parce que j'étais quelqu'un qui était... Bah, qui a du mal à mentir, donc il va te dire vraiment ce qu'elle pense. Mais dès que l'autre me renvoie qu'il n'est pas d'accord, et... Oh, pourquoi tu m'aimes pas? Oui, c'est ça. Il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Bah, finalement, en fait, c'est ça. C'est quand l'autre n'est pas d'accord avec nous ou nos idées, c'est... On a un besoin d'être aimé qui n'est pas reconnu là. Et là, c'est vrai que ça fait... c'est violent. C'est violent. Ouais. Bah, c'est ça. Donc moi, c'est un entraînement. Je crois qu'on en est tous là. Hein. Et je crois que ce qui est encore plus difficile, c'est quand on n'est pas d'accord avec les gens avec qui on se sent relié. C'est ça. C'est quand on aime quelqu'un et puis qu'en fait cette personne, ben non, je pense pas comme ça. Ça fait... ouais, ça nous bouleverse, quoi, ça nous bouscule. Et du coup, ça m'envoie l'idée aussi que quand on se sent séparé déjà à la base, parce qu'on le sent la personne différente et que du coup, on ne se sent pas connecté, tout ça, et ben je trouve qu'on s'arrête sur les idées, sur le côté, ah ben non, mais de toute façon... Et on cherche plus à chercher, comme ton idée de chasseur, moi j'ai beaucoup aimé ta réponse, j'ai adoré, de dire, de le rendre humain et de rendre, il est au-delà de cette... et de comment du coup on crée un pont, une passerelle. Et ça, c'est pas facile en fait. C'est là où intervient l'intelligence collective et l'intelligence du cœur collective aussi. C'est vraiment chouette. Ton exemple, j'aurais aimé pouvoir réagir comme ça. Des fois, quand on est opposé, par exemple avec le Covid, il y avait les Covid pour le vaccin et les autres anti-vaccins. Forcément, on était dans un camp ou l'autre. On pouvait pas. Il y avait un moment où on se sentait pas. Où est-ce qu'on se rejoint à ce niveau-là? Le processus là est très similaire à ce qu'on fait nous en groupe, c'est-à-dire qu'on fait un temps de centrage et de mise en commun émotionnelle avant de parler des sujets. Parce que les émotions, la spontanéité, elles ne prennent pas. Et donc le rejet il passe avant. Éventuellement, après, tu as peut-être la capacité de t'excuser et puis de dire, bon, bah, c'est pas ce que je voulais faire, etc. Mais c'est vrai que pour les sujets importants, s'assurer qu'on est dans les bonnes dispositions avant de les parler, c'est important. Parce que je peux te dire que les 3 jours avant, les chasseurs, c'était chaud. Quoi. Quand tu dis, ouais, bah, c'est bon, non, on fait pas. Et puis tu regardes la loi, puis tu fais, oh, on n'est pas si outillé que ça. Et on a fait cette déconstruction. Et ce type d'atelier sert à ça aussi. Parce que finalement, vous me renvoyez des messages, ok, je me connais mieux, et je travaille ma disposition à accueillir ce que je dis pour toi. Il y a une clé là-dedans. Cette idée n'est pas moi. Merveilleux. Oui, j'adore. Prendre photo. La clé à dissoudre l'image. Dès qu'on voit qu'il y a une image ennemie, déjà le combat il est perdu. C'est fort. Il y a un truc. Et là, dans ce que tu disais, ben voilà, ça décrit bien le processus. Là.
il y a une situation particulière sur laquelle en fait il y a Mental qui est venu poser une étiquette, qui est mon chasseur, qui en a fait une généralité, et hop, et Qui est bien pratique. Qui est bien pratique. Et la dualité que je vis à l'extérieur en fait est le reflet de la dualité que je vis à l'intérieur, et comment je suis en ouverture, et en fait je vais au contact et puis ça se vit. Non, la clé c'était la bière. Exact. C'est ce qui nous relie, c'est ça? Ouais, c'est ce qui nous relie la Là, bière. on ne boit pas de bière. Il faut un doudou fédérateur. Voilà. C'est ça. Ah, ça peut être une bière, un jus de fruits. Moi, sinon, je mettrais un peu de limonade dedans, Voilà. comme ça. Merci à tous et toutes.